d'ouverture, nous tenions à remercier les auditeurs, le public pour sa présence, mais également les bénévoles et tout spécialement l'équipe technique des économistes, et bien évidemment Eric Stemlen d'avoir répondu présent à notre invitation. Cette conférence a lieu grâce à l'association des Amis du Monde Diplomatique, et c'est une association de lecteurs qui détient à 25% le capital du journal, ce qui garantit l'indépendance du monde diplomatique. Les Amis du Monde Diplomatique organisent plus de 500 conférences par an, en France et à l'étranger. Donc cette conférence durera à peu près 20 minutes, puis Eric répondra aux interventions, à vos questions envoyées sur le chat, et dans tous les cas, nous sommes contraints par le temps, et la conférence s'arrêtera impérativement à 16h30. Alors d'abord, merci Eric Stemlen d'être là. Je vous présente rapidement. Vous êtes mathématicien et docteur en économie, spécialiste en analyse de l'opinion. Vous êtes entré à France Télévisions comme directeur de la recherche et des études, avant d'être nommé directeur de la programmation, puis directeur de l'antenne et des programmes de France 2. En 2014, vous avez publié Partage ou naufrage, un traité d'économie politique du XXe siècle. Et en 2019, vous avez publié Opération Macron, où vous disséquiez l'opération de propagande massive qui a été orchestrée par les milliardaires possédant les médias. Et c'est ce qui a permis l'accès au pouvoir de celui qu'ils avaient choisi. Le thème de cette conférence d'aujourd'hui, quelle politique énergétique pour préserver vraiment les êtres humains et les ressources naturelles? Je vous laisse la parole. Merci. Oui, l'idée c'était de dire quelques faits et quelques données sur les ressources énergétiques, sur l'énergie, en sortant un peu des idées reçues ou des sentiers battus, non pas par un goût spécial pour l'originalité, mais simplement pour ramener les discussions futures à des questions plus rationnelles qu'elles ne le sont habituellement. Alors, la première chose que je voudrais rappeler, c'est que, contrairement à ce qu'on apprend dans les lycées et collèges, l'énergie ne se trouve pas dans un réservoir dans lequel on pourrait puiser. L'énergie au sens utilisable par la société humaine, c'est quelque chose qui est produit. C'est-à-dire que c'est l'activité humaine qui crée l'énergie. C'est pas quelque chose que l'on va trouver naturellement. Par exemple, Marco Polo, quand il a visité la Chine au XIIIe siècle, il s'est étonné de voir ces étranges pierres noires qu'il trouvait comme ça par terre et que les paysans chinois utilisaient. Mais il a fallu attendre tout de même le XVIIIe siècle pour que le charbon, puisque c'était ça, soit utilisé de façon industrielle et qu'on puisse s'en servir comme on le sait. De la même façon, au début du XIXe siècle, le pétrole, enfin il y avait une sorte de liquide nauséabond qu'on utilisait pour calfater les bateaux, pour soigner les ulcères des chevaux, mais ils ne savaient pas quoi en faire d'autre. Et puis à la fin du siècle, on s'est aperçu qu'avec l'invention du moteur à combustion, le pétrole devenait quelque chose d'absolument essentiel dans le développement économique et industriel. Donc vous voyez que l'énergie, c'est pas quelque chose comme ça qui se ramasse, qu'on trouve, c'est quelque chose que l'intelligence humaine va créer, va développer, va utiliser. J'insiste là-dessus parce qu'il y a une espèce de discours actuel qui fait de l'énergie une ressource naturelle. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas une ressource naturelle, c'est une ressource artificielle. Les ressources énergétiques, elles n'existent que dans la mesure où les êtres humains sont capables de les employer. C'était un premier point qui était donc l'énergie se produit. Le deuxième point, c'est que l'énergie se stocke. Et c'est un point qui est presque plus important que le précédent. Tant que l'on ne peut pas avoir une source d'énergie stable, utilisable à tout moment, de manière continue, il est évident qu'il n'y a aucun développement humain possible. La preuve en est tout simplement que Homo sapiens, ou peut-être ses prédécesseurs, ont inventé le feu. Ils ont inventé le feu, c'est-à-dire que, au-delà de l'énergie solaire, qui est disponible, comme chacun sait, de manière intermittente, le feu, c'était quelque chose de très bien, c'est-à-dire qu'on pouvait stocker du bois et avoir de l'énergie au moment où on le voulait, et en particulier la nuit, ce qui était quand même plus intéressant que le jour. Et de la même façon,
et je fais comme dans 2001 Odyssée de l'espace, je franchis d'un seul coup des millénaires, des dizaines de millénaires, de la même façon, à partir du 19e siècle, avec les énergies fossiles, on a eu la possibilité, avec le charbon, le pétrole, le gaz naturel, l'uranium, on a eu la possibilité d'avoir de l'énergie pilotable, disponible à tout instant, utilisable comme on le veut. Et c'est ça qui fait la possibilité même de la vie de la société humaine sur la Terre. Et donc, j'insiste sur le fait que le fait de stocker l'énergie est souvent largement aussi important que le fait de le produire. Et donc, il est absolument essentiel, dans une politique énergétique, de savoir comment on peut avoir une production qui soit à la fois prévisible et ajustable à tout moment. Il n'y a pas besoin de faire un dessin. On voit que dans la vie quotidienne, on ne peut pas arrêter les congélateurs, on ne peut pas arrêter une opération chirurgicale, on ne peut pas arrêter un TGV en route à tout moment parce que soudainement, il n'y aurait plus de production d'énergie. Donc l'idée même que l'énergie soit stockable est au cœur absolu de l'activité humaine. Ça m'amène à dire quelque chose d'entrée de jeu, histoire de choquer les gens qui nous écoutent, qui est que vouloir développer une politique énergétique qui ne reposerait pas sur des formes d'énergie stockables est aujourd'hui une pure aberration et une pure, je pèse mes mots, stupidité. C'est-à-dire que, avant même de se poser la question des sources d'énergie, il faut se poser la question de la façon dont on pourra la stocker. Et il me semble qu'il est plus important aujourd'hui de se poser des questions sur la façon de stocker l'énergie, et je ne suis pas du tout pessimiste, je suis absolument certain que la créativité humaine, dont je parlais précédemment, saura développer des manières de stocker l'énergie de façon intelligente, pas excessivement coûteuse, et immédiatement opérationnelle. Il se trouve qu'aujourd'hui, en dehors des énergies fossiles, on ne sait pas stocker l'énergie. Quand je dis on ne sait pas, ça veut dire que les méthodes actuelles, c'est-à-dire les batteries ou les choses comme ça, sont des prototypes, des débuts de stockage. Mais on ne sait pas stocker l'énergie à très grande échelle, en dehors précisément de tout ce qui est les sources d'énergie fossiles. C'est un élément absolument essentiel pour la suite du débat. Ensuite, une fois qu'on a produit et stocké cette énergie, naturellement on la consomme. Bon. Le phénomène essentiel de ces 2 derniers siècles, c'est que la consommation d'énergie a connu une croissance absolument époustouflante. J'ai là des chiffres. En 1850, la consommation d'énergie en moyenne s'élevait à peu près pour un individu par habitant de la planète, à 5000 kWh par an. Je parlerai en kilowattheure parce que il y a toutes sortes d'unités qui sont utilisées, mais le kilowattheure, c'est quand même quelque chose qu'on connaît à peu près à cause de notre facture d'électricité. Donc en moyenne, les habitants de la planète consommaient 5000 kWh. Aujourd'hui, ils en consomment 22 000 kWh en moyenne. Et à une certaine époque, aux États-Unis, avant les crises pétrolières, on a atteint jusqu'à 100 000 kWh par an de consommation. Donc vous voyez qu'il y a eu une croissance absolument époustouflante de la consommation d'énergie. Mais en même temps, comme dirait l'autre, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est une augmentation absolue, mais pas une augmentation relative. C'est-à-dire que nos sociétés modernes consomment évidemment, comme vous le voyez, 4 fois plus d'énergie, mais elles consomment bien moins d'énergie qu'auparavant pour produire la même chose. Pendant que la consommation d'énergie avait été multipliée par 4, la production a été multipliée par 9. C'est-à-dire qu'il faut 2 fois moins d'énergie aujourd'hui pour produire la même chose qu'il y a 200 ans. Là aussi, c'est quelque chose qui n'est pas une idée communément admise. On a l'impression qu'on consomme bêtement de plus en plus d'énergie. C'est vrai qu'on en consomme de plus en plus, mais pas forcément bêtement. C'est-à-dire qu'on produit aujourd'hui 2 fois plus qu'on ne produisait auparavant avec la même quantité d'énergie. Et ça, c'est là aussi, et j'insisterai longuement là-dessus, le résultat de l'intelligence humaine, de la créativité humaine, du travail humain, qui est quelque chose qu'il faut toujours remettre au cœur du débat et non pas se focaliser sur ce qu'on appelle les ressources naturelles en oubliant qu'il y a des êtres humains qui sont là pour développer et exploiter ces ressources.
Cette capacité à produire plus avec moins d'énergie, c'est quelque chose que les physiciens appellent l'intensité énergétique. L'intensité énergétique, c'est quelle est la quantité d'énergie nécessaire pour produire une certaine quantité de matière. On peut la mesurer par la quantité d'énergie rapportée au PIB, qui est une mesure plus ou moins correcte, mais on ne va pas insister aujourd'hui. En 1800, pour produire $1 actuel de PIB, il fallait 4 kWh. Aujourd'hui, il ne faut plus, comme je l'ai dit, que 2 fois moins, c'est-à-dire 2 kWh. Et en France, parce qu'on parlera de la France aujourd'hui, il faut 0,65 kWh. Donc vous voyez qu'on produit la même chose avec beaucoup moins de dépenses d'énergie qu'auparavant. C'est tout de même un phénomène assez rassurant, d'une certaine façon. Et un certain nombre de personnes que je nommerai pas aujourd'hui, qui vous prétendent qu'il y a une espèce de liaison linéaire entre le PIB et la consommation d'énergie, vous mentent, tout simplement. Ils vous racontent des bobards à partir de graphiques plus ou moins truqués, mais vous voyez bien que, dans la réalité, il n'y a pas une relation linéaire, automatique, entre la production et la consommation d'énergie. Bien au contraire, on consomme de moins en moins d'énergie pour une même production. Une chose sur laquelle il faut insister en matière de consommation, c'est la place très importante qu'a prise depuis plus d'un siècle maintenant l'électricité. Il va de soi que l'électricité est un vecteur et éventuellement un producteur d'énergie particulièrement commode, parce pour une raison très simple, c'est que ça peut alimenter des moteurs. Mais des moteurs allant du moteur microscopique jusqu'à l'immense alternateur turbine gigantesque qu'on trouve dans les centrales thermiques. Et donc, on peut construire des moteurs de toute taille qui soient alimentés par l'électricité avec des pertes extrêmement faibles par rapport au rendement d'un moteur thermique, par exemple, alimenté au pétrole. Donc l'électricité va jouer un rôle, elle joue, depuis disons 150 ans, un rôle majeur, et elle jouera de plus en plus un rôle majeur compte tenu de ses propriétés excellentes en matière de, justement, rentabilité et rendement. Et par parenthèse, il est tout de même effrayant qu'en matière énergétique, l'humanité, la collectivité humaine, ne se pense pas aujourd'hui sur la nécessité absolue que l'ensemble de l'humanité ait accès à l'électricité. Il y a encore malheureusement plus d'1 milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité, qui en conséquence utilisent pour faire la cuisine et le chauffage du bois en circuit, dans un lieu clos, c'est-à-dire avec un effet sanitaire absolument désastreux qui cause des centaines de milliers de morts chaque année, sans que, apparemment, personne ne s'en préoccupe. Le fait de pouvoir électrifier l'ensemble de la planète ne coûterait à peu près moins que l'augmentation annuelle de la fortune des 100 premiers milliardaires, mais c'est quelque chose dont personne ne se préoccupe, et je trouve que tout de même, ça devrait être un peu à l'ordre du jour de temps en temps. Le troisième point dont je voudrais parler à propos de la consommation, c'est que dans le siècle qui vient de s'écouler, la consommation d'énergie a été largement augmentée à cause des transports. Traditionnellement, on se chauffait, on s'éclairait, on faisait tourner des moteurs, etc. Mais il se trouve que depuis des décennies, on consacre énormément d'énergie au transport. Aujourd'hui, la consommation des transports, c'est à peu près le tiers de la consommation d'énergie dans le monde, et en France aussi, à peu près, c'est la même chose. C'est quelque chose qui se développe terriblement. Et il se trouve que les transports sont essentiellement alimentés par le pétrole. Et on va revenir sur le fait que c'est quelque chose qui pose de gros problèmes. Je n'en dis pas plus pour l'instant. Je voudrais parler maintenant des caractéristiques des ressources énergétiques. Là aussi, en évacuant les discours automatiques, tout faits, les pseudo-évidences. La première chose, c'est le coût. Il faut être clair, il n'y a pas de ressources gratuites. Le coût de la production d'énergie
c'est pas tellement le coût de la ressource elle-même, qui peut être plus ou moins cher. Pétrole, son coût, il varie entre 30 et 150 $ le baril. Le problème, c'est la plupart du temps les instruments, enfin les installations qui sont utilisées pour produire et utiliser cette énergie. Le coût provient plus naturellement de ça. Donc, si l'on se pose des problèmes en matière de coût de l'énergie, en particulier d'indépendance et de souveraineté pour ce qui concerne un pays, il faut concevoir que le coût du combustible est important pour des domaines qui sont le chauffage domestique et le transport, dont je viens de parler, mais que pour tous les autres domaines, et en particulier pour la production d'électricité, le coût du combustible est relativement sans importance. Ce qui est important, ce qui coûte extrêmement cher, sont les installations, ce sont les installations techniques, ce sont les appareils qui sont destinés à produire de l'électricité. Deuxième caractéristique environnementale. Il n'y a aucune espèce d'énergie propre. Ça n'existe pas. Là aussi, comme je l'ai dit dès le début, l'énergie, ce n'est pas quelque chose qu'on puise je ne sais où, c'est quelque chose que l'on produit. Et donc, les instruments de production de cette énergie, par définition, ils détruisent l'environnement, qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire, on ne consomme pas du vent ou du soleil, on consomme de l'électricité. Et donc, si vous considérez une éolienne de 2 mégawatts, c'est épouvantablement polluant. Ça utilise des matériaux qui sont évidemment parfaitement dégradables, ça utilise des quantités de béton absolument gigantesques, à peu près 1000 tonnes de béton armé. Pour produire 1 kWh à partir d'une éolienne, il faut 11 fois plus de béton qu'à partir d'une centrale nucléaire. Bon, faut quand même le savoir. Donc l'idée qu'il y ait des énergies propres, d'autres pas propres, d'autres polluantes, etc., c'est une dangereuse lubie. Ce qui importe, ce n'est pas la source primaire avec laquelle on confond souvent les choses, c'est l'énergie finale qui est consommée. Et l'énergie finale, elle est consommée à partir d'instruments, de machines qui peuvent être extrêmement lourdes, extrêmement polluantes et qui en plus font appel à des matériaux qui ne sont pas plus dégradables que les ressources énergétiques d'origine. Autre point, la sécurité. Aucune source d'énergie n'est sans danger. Cette idée saugrenue qu'il y aurait des choses qui seraient dangereuses, d'autres moins dangereuses, etc. Il faut bien voir qu'il y a des degrés de dangerosité. Alors, c'est très difficile à calculer, mais il y a quand même eu pas mal de travaux qui ont été faits ces dernières années en matière d'expertise de la sécurité, en considérant à la fois le fonctionnement normal, où là, il peut y avoir malgré tout des nuisances très importantes, ça va être le cas du charbon, et puis le fonctionnement accidentel, où il peut y avoir là aussi des nuisances très importantes, ça va être le cas par exemple de l'hydroélectricité. Qui en temps normal ne dérange personne, mais en temps accidentel, évidemment, est une source de catastrophe très importante. Alors on a fait des calculs pour essayer d'intégrer l'ensemble de ces données, l'ensemble des questions de sécurité, en partant véritablement depuis l'exploitation de la source jusqu'à la construction, jusqu'au démantèlement, jusqu'aux effets à très long terme, même sur des milliers d'années s'il le faut. Et donc voilà à peu près les résultats. Alors il y a eu plusieurs études, je vais vous donner les résultats d'une étude, mais à peu près, elles concordent toutes à peu près. Pour une certaine unité de production, alors l'unité de production en l'occurrence c'est 1000 milliards de kilowattheures, donc peu importe, c'est une très grosse quantité. Mais ce qui est intéressant, c'est de comparer les ordres de grandeur entre les différentes sources. Le charbon, dans ce cas de figure, causerait 100 000 morts. Le pétrole, 36 000. La biomasse, c'est-à-dire le bois en fait, utilisé traditionnellement, 24 000. Le gaz naturel, 4 000 morts. L'hydroélectrique, 1400 morts, à cause des ruptures de barrages. Le photovoltaïque, 440 morts. L'éolien, 150 morts, parce qu'il faut construire des éoliennes ou des trucs, etc. Il y a des gens qui meurent à la construction. Et le nucléaire, 40 morts.
Alors je sais que ces chiffres surprennent. Ils ne sont pas venus de l'énergie nucléaire. Hein. Ceux-là, je les ai tirés d'une revue écologiste, dont je vais vous donner le nom, qui s'appelle Sustainable Materials and Technology. C'est-à-dire une revue qui travaille sur ce qu'on appelle justement l'économie soutenable. Donc vous voyez qu'il y a quand même des degrés extrêmement divers. Et le premier constat qu'on peut faire, c'est que les sources énergétiques carbonées, donc le charbon, le pétrole, le bois, le gaz naturel, sont épouvantablement plus dangereuses que les sources non carbonées, c'est-à-dire l'hydroélectrique, photovoltaïque, etc. Et c'est un résultat qui est extrêmement important parce que on nous parle énormément, évidemment, comme vous le savez, dans la conjoncture, des émissions de CO2. Bon. Et donc les sources carbonées sont fortement émettrices de CO2. Mais j'ai envie de dire que c'est un défaut presque mineur par rapport à ce que je viens de dire. C'est-à-dire que le charbon l'utilisation du charbon soit fortement émettrice de CO2, c'est tout à fait fâcheux, hein, je suis bien d'accord. Enfin, quand vous voyez les chiffres de mortalité induits, les centrales à charbon, elles causent plusieurs millions de morts par an en fonctionnement normal. Je ne vous parle pas des mineurs dans les mines de charbon, je vous parle du fonctionnement normal des centrales à charbon. Ça me paraît une raison amplement suffisante pour se poser des questions sur les énergies carbonées sans se discuter sur le réchauffement climatique, que je ne dis pas par ailleurs. Mais comme j'ai dit que je m'intéressais tout de même aux êtres humains, il me semble que pour ce qui est des êtres humains, aujourd'hui, et pas dans 2050 ou je ne sais quand, aujourd'hui, les centrales à charbon, les centrales thermiques à pétrole, etc., tuent des millions de gens. Et donc, c'est, il me semble, une raison amplement suffisante pour se poser des questions sur les énergies carbonées. Je passe maintenant à la notion d'épuisement des ressources. Je vais être assez rapide là-dessus. Je voulais simplement dire la chose suivante. Bien que le terme soit maintenant évidemment totalement répandu, il n'existe aucune espèce d'énergie renouvelable. Parce que, qu'est-ce qu'on appelle renouvelable ? C'est ce qu'on consomme. Or, nous ne consommons, comme je l'ai dit, ni du vent ni du soleil, nous consommons de l'électricité. Or, pour produire de l'électricité, quelle que soit la source d'énergie, il faut des appareils, il faut des machines. Ces machines, elles comportent, comme je l'ai dit, du béton, de l'acier, du quartz, des terres rares, qui se trouvent d'ailleurs que dans des pays lointains, et elles ne sont pas du tout renouvelables. Je veux dire, quand vous regardez une éolienne, elle n'est pas renouvelable. Hein. Je vous assure que dans 20 ans, elle aura disparu et qu'elle ne va pas en repousser une autre à la place. Donc, c'est triste à dire, mais le terme est maintenant passé dans les mœurs, mais il n'y a pas d'énergie renouvelable. C'est dommage d'ailleurs. ça serait tellement bien. Les énergies sont toujours dépendantes du mode de production que l'on utilise. Donc, l'épuisement des ressources, il peut être aussi bien le fait de l'épuisement des ressources pétrolières ou du charbon ou du gaz que de l'épuisement de tel ou tel composant d'un panneau photovoltaïque avec des terres rares et des métaux ou des métalloïdes dont on ne sait absolument pas quelles sont leurs réserves et combien de temps il y en aura et surtout dans quel pays on pourra les trouver. Donc, de ce fait, strictement rien n'est renouvelable et tout est potentiellement épuisable. Et je n'en dirai pas plus loin. On en arrive à la notion de transition énergétique. Bon. On voit bien, d'après le tableau que je viens de brosser, qu'il y a un certain nombre de choses qui fonctionnent et il y a un certain nombre de choses qui dysfonctionnent. Vous avez compris que je m'élève de manière radicale et pour des raisons humanitaires contre l'exploitation excessive des hydrocarbures et du charbon. Mais quand je m'élève, c'est simplement que je constate que c'est excessivement dangereux pour l'humanité actuellement, et que donc la question qui se pose réellement en matière de transition énergétique, c'est comment arriver à substituer
au pétrole dans les transports, au charbon dans les centrales thermiques utilisées pour produire de l'électricité, comment y substituer progressivement d'autres ressources. Parce que, soyons clairs, il ne s'agit pas de se lamenter sur la disparition des ressources, il s'agit de se dire comment est-ce que l'on pourrait voir venir d'autres manières de produire, d'autres manières d'autres énergies substituables. Comme nous sommes en Provence, je dirais tout de même un mot sur une ressource énergétique dont, à ma connaissance, à peu près aucun homme politique ne parle jamais, qui est qu'à 2 heures d'ici, on construit quelque chose qui s'appelle ITER, qui est un projet de réacteur de centrale utilisant la fusion nucléaire, que l'intérêt de ce projet, c'est qu'il y a quand même 35 nations qui travaillent ensemble. Et quand je dis ensemble, vous avez l'Union européenne, la Russie, les États-Unis, la Chine, le Japon. Ça veut dire que là, pour une fois, l'humanité oublie ses différends, oublie ses combats plus ou moins stupides. Les États-Unis ne sont pas du tout le leadership de l'opération, ce qui est une bonne chose. Car on ne peut pas dire qu'en matière énergétique, les États-Unis aient apporté beaucoup de bonheur sur la planète. Et le leadership est plutôt français, puisque l'installation est en France, mais vous avez donc de nombreux pays qui sont sur ça. Si ce projet de fusion nucléaire aboutit, et moi j'ai relativement confiance dans la créativité humaine, j'ai plutôt confiance dans les scientifiques, en fait, le discours que je tiens aujourd'hui n'aura plus aucun intérêt, puisque on aura des ressources énergétiques pour les quelques centaines de milliers, voire millions d'années qui viennent. Bon. En tout cas, il me semble que c'est quelque chose d'intéressant à explorer, et je suis absolument stupéfait que aucun homme politique en France ne parle jamais de cela. Je n'ai jamais vu un homme politique aller visiter ITER, le site de Cadarache, enfin, etc. Ça vaut le coup de se pencher sur la question. Je ne dis pas que ça va réussir. La science, par définition, c'est le doute. Mais tout de même, il y a là un exemple absolument extraordinaire de coopération internationale et d'espérance pour l'humanité sur lequel il faudrait se pencher. Faute de pouvoir, pour l'instant, avoir des sources d'énergie nouvelles, facilement exploitables, il me semble que par rapport au portrait que je viens de brosser, la chose absolument essentielle et immédiate en matière de ressources énergétiques, c'est tout simplement les économies d'énergie. C'est-à-dire, au lieu de s'interroger, voire de s'entretuer, si je puis dire, sur la façon dont on produit l'énergie, s'il faut des éoliennes ou des centrales nucléaires ou des centrales à charbon ou que sais-je, la première chose à faire, ça serait tout de même d'en consommer moins. Donc, j'ai indiqué dès le départ que les progrès de la technique faisaient que pour une même production, on en consommait moins. Mais enfin, bon, dans l'absolu, on en consomme toujours de plus en plus. Et donc, s'il y a bien quelque chose qui doit être une priorité absolue en matière de politique énergétique, c'est les économies d'énergie. C'est la première chose à considérer. Le reste, à la limite, on peut en parler après. Et donc, par rapport à ce que j'ai dit, 1/3 de l'énergie consacrée au transport, cette énergie étant essentiellement utilisée à base de pétrole, donc à partir d'un produit particulièrement dangereux et polluant. Il va de soi que l'une des premières choses à faire en termes de politique énergétique, c'est de diminuer les transports. Alors, ça veut dire diminuer les transports d'individus, pas non plus obligés de se déplacer systématiquement en avion pour aller je ne sais où. On n'est pas obligé de faire des croisières pour aller passer 2 heures dans un pays lointain. Les délégués de la conférence, je ne sais pas comment ça s'appelle, la COP 21 ou 28 ou 29, quand même extraordinaire, vous avez des milliers de gens
qui arrivent dans un endroit en avion pour nous expliquer qu'il faut consommer moins d'énergie ou dépenser moins de CO2. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Que ces gens restent chez eux, qu'on arrête ce genre de réunion? Enfin bon, il faut vraiment qu'on limite de manière importante les transports et d'autre part, que l'on développe des transports consommateurs d'électricité plutôt que de pétrole. Et en conséquence, le train. Une manière d'économiser de l'énergie de façon intelligente, c'est de développer ou de redévelopper à toute échelle, c'est-à-dire depuis le transport local jusqu'au TGV intercontinental, le transport par le train. Il paraît effectivement avoir l'avantage, justement, consommer beaucoup moins d'énergie. En kilomètres voyageurs, un TGV, ça consomme 20 fois moins qu'une voiture individuelle. Donc il va de soi qu'on peut faire des économies d'énergie dans l'absolu et surtout des économies de pétrole, puisque le TGV est alimenté par l'électricité. Donc dans ces économies, ça joue un rôle important dans les transports. Il va de soi aussi que le chauffage joue un rôle important. Et là aussi, je suis un peu surpris que depuis des décennies en France, on prend toutes sortes de mesures incitatives pour convaincre les gens d'isoler leur logement. Bon, dans la pratique, c'est ce qu'on appelle les effets d'aubaine, c'est-à-dire que les gens qui sont aisés, qui sont propriétaires de logements, bénéficient de cela comme s'ils en avaient besoin. Je pense qu'à un moment ou un autre, il faudra prendre des mesures coercitives. Alors, je sais que c'est pas à la mode, ce genre de mot, mais je suis désolé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un vend un logement, il devra avoir l'obligation de faire des travaux d'isolation et de réduction des coûts de chauffage. Si on ne prend pas ce genre de mesures, on perd son temps, c'est-à-dire on fait gagner de l'argent à des gens qui en ont déjà beaucoup. Il va de soi que la rénovation thermique des logements doit être quelque chose qui doit être engagé, mais de façon obligatoire, en obligeant les propriétaires. Compte tenu de l'augmentation faramineuse du foncier dans ce pays, quelqu'un qui vend un appartement 1 million d'euros alors qu'il l'a acheté quelque temps auparavant à 200 000 euros, je pense qu'il peut se permettre de faire 20 ou 30 000 euros de travaux avant de le vendre. Mais je pars de l'idée que les travaux de rénovation thermique doivent devenir obligatoires et non pas être incités par je ne sais quels privilèges fiscaux dont on n'a pas du tout besoin. Donc voilà pour ce qui est de la réduction de la consommation. Je voudrais préciser quelque chose qui, là aussi, est une idée reçue. La réduction de la consommation d'énergie ne s'accompagnera absolument pas d'une diminution de la production, du pouvoir d'achat, du mode de vie, etc. Parce qu'il y a des prophètes de malheur qui nous expliquent qu'il faut qu'on réduise la consommation d'énergie, ça je suis d'accord avec eux, mais que naturellement ça va complètement bouleverser notre mode de vie, qu'il va falloir qu'on vive de façon très étriquée, en bougeant plus, en arrêtant de consommer de la viande, et que sais-je encore. Non, ça n'a pas de sens. J'ai précisé dès le départ que grâce au progrès technique, on peut diminuer ce que j'ai appelé, ce qui est appelé par les physiciens, l'intensité énergétique, c'est-à-dire qu'on peut, en consommant moins d'énergie, produire plus. Ça a l'air d'être comme ça bizarre. Il se trouve que c'est exactement ce que la France fait depuis 10 ans. C'est-à-dire que depuis 10 ans, la consommation d'énergie en France diminue et le PIB continue à augmenter. Par l'année dernière, comme on sait, pour des raisons spéciales. Bon, donc il est parfaitement simple, et on le fait tous les jours aujourd'hui, de diminuer la consommation d'énergie et d'augmenter la production. Ça ne veut pas dire diminuer la consommation d'énergie, ne veut pas dire retourner au Moyen-Âge, ou que sais-je encore. Ça veut parfaitement avoir une consommation d'énergie plus faible avec une production plus élevée. Donner un exemple extrêmement simple, qui est la production locale. Si vous produisez localement de la nourriture, mais aussi des vêtements ou des meubles, vous produisez plus. La production française augmente, mais la consommation d'énergie globalement diminue, puisque au lieu d'aller les faire transporter depuis la Chine jusqu'ici sur des cargos géants, vous avez diminué considérablement les frais de transport. Par rapport aujourd'hui, l'entreprise qui produit va utiliser essentiellement de l'énergie électrique, avec, comme je le disais, des moteurs de toute taille,
Et donc, en conséquence de quoi, vous allez avoir globalement, à l'échelle à la fois mondiale et à l'échelle française, une diminution de la consommation d'énergie avec une augmentation considérable de la production, de l'emploi, etc. Naturellement, cela impose quelque chose qui n'est guère à la mode et qui pourtant est absolument indispensable par rapport à ce dont je viens de parler, qui est une politique protectionniste. Il va de soi que quand j'ai parlé de diminution des transports, quand je parle aujourd'hui de production locale, s'il n'y a pas de politique protectionniste, tout ça ne peut pas être mis en place. Donc, je terminerai en disant que il va de soi absolument, mais je crois que tout le monde m'aura compris, qu'il faut mettre fin aux ressources carbonées d'une façon ou d'une autre, et comme je l'ai dit, pas tant pour des raisons de CO2 que pour des raisons humaines, pour éviter des centaines de milliers de morts. Et moi, pour conclure, je vous donnerai ce que je pense être une planification énergétique rationnelle. Alors là, pour le coup, ce que je viens de dire précédemment était relativement factuel. Ce que je vais dire maintenant, ça n'engage que moi, c'est une opinion, et après, on peut largement en discuter. Je pense que si on se place d'un point de vue de rationalité, et justement pas, je fais abstraction de tous les choix politiques des uns et des autres. Hein. En termes purement rationnels, par rapport au bilan que je viens de dresser, je pense qu'une politique énergétique, c'est premièrement, des économies d'énergie. Je viens de le dire. Donc, isolation des bâtiments, interdiction des gaspillages, interdiction d'importation de produits qui ont voyagé trop longtemps ou qui ont nécessité des dépenses énergétiques excessives, etc. Donc, économie d'énergie. Dans le même ordre d'idées, limitation d'une façon ou d'une autre des déplacements, aussi bien de personnes que de produits. Alors, déplacement de personnes, ça va effectivement un peu énerver, mais je suis assez sceptique sur la nécessité absolue que l'on a de partir en avion pour aller passer une semaine au fin fond d'un pays dont on ignore tout et dont on reviendra en ayant juste profité de ses plages. Et ça ne me paraît pas forcément une activité très favorable ni à l'espèce humaine ni à l'environnement. En tout cas, pour ce qui est des transports de produits, là je suis radical, effectivement, il faudrait impérativement diminuer les transports de produits. Et quand je dis les diminuer, ça veut dire les diminuer de façon vraiment drastique. Naturellement, ça impliquerait également de développer, comme je l'ai dit, les trains, aussi bien de voyageurs que de marchandises, à toutes les échelles possibles, et ça impliquerait de développer les recherches, là aussi dont on ne parle pas beaucoup, si ce n'est en Chine, sur les trains du futur. Il y a des trains en Chine maintenant, à sustentation magnétique, à coussin d'air, dans des tubes à vide. Ils sont en train de prendre une avance considérable. L'Occident est en train de démontrer, à la fois par sa gestion du Covid et par sa gestion de l'énergie, qu'il est visiblement entré dans une phase de décadence, alors que pourtant des recherches dans ce domaine seraient profitables à l'humanité entière. Troisième point, j'ai parlé de la nécessité absolue de rétablir un protectionnisme. Rétablir un protectionnisme dans l'esprit, et là aussi je dis ça n'engage que moi, c'est pas une vérité absolue, mais dans mon esprit, ça ne veut pas dire taxer les produits, ça veut dire les interdire. C'est tout à fait stupéfiant de dire il y a des produits qui sont fabriqués par des enfants ou qui sont fabriqués dans des conditions environnementales catastrophiques, donc on va mettre une taxe de 50%. C'est-à-dire qu'on encourage les gens à continuer, quoi. Bon. Non, il faut les interdire. À partir du moment où un produit fabriqué dans des conditions sociales ou environnementales désastreuses, il ne doit pas pénétrer le sol français, point final. Et en conséquence, il faut le produire en France, ce qui fournira éventuellement des emplois. Quatrième point, dont je sais qu'il déclenchera toutes sortes de polémiques, mais je prétends que c'est un point rationnel, il faut développer, en France, il faut développer l'usage de l'énergie nucléaire, qui est insuffisante actuellement. L'énergie nucléaire couvre 17% des besoins énergétiques, le pétrole 44%. Je pense qu'il faut ramener progressivement le pétrole à zéro, et pour ramener le pétrole à zéro, je ne vois aucun autre moyen que de développer l'énergie nucléaire.
Et en particulier, si on peut développer de nouvelles formes d'énergie nucléaire. Il y a des centrales à thorium, il y a des centrales surgénératrices, il y a la fusion nucléaire dont j'ai parlé précédemment. Cinquièmement, il faut étudier, comme j'avais dit au début, le stockage de l'énergie. Si l'on veut développer des énergies intermittentes, telles que l'éolien ou le solaire, on ne pourra les utiliser que si on sait stocker l'électricité qu'ils produisent. Et donc, il faut investir fortement dans toutes les recherches et dans toutes les méthodes, dans l'expérimentation à grande échelle de tous les moyens possibles de stockage. Aujourd'hui, comme je l'ai dit au début, c'est pas avec des batteries au lithium que l'on va alimenter l'ensemble des Français. Donc, il est absolument essentiel que l'on fasse des recherches. Moi, je suis optimiste. Je dis qu'on trouvera des moyens de stocker l'énergie, mais que pour l'instant, on ne les possède pas. Et dans la mesure où on ne les possède pas, les énergies de ce type doivent être utilisées localement et en complément. Et quand je dis localement, elles peuvent être utilisées très largement. On peut parfaitement couvrir les maisons de panneaux photovoltaïques, construire des petites éoliennes communales ou individuelles, construire des hydroliennes dans certains lieux qui s'y prêtent, etc. C'est quelque chose qu'il faut développer. Mais l'idée de développer des fermes éoliennes ou des parcs photovoltaïques, c'est une aberration mentale, puisqu'on ne sait pas stocker l'énergie. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On n'aura pas de... L'énergie solaire, ça fonctionnera 10% du temps, l'éolien, 25% du temps. Qu'est-ce qu'on fait pendant le reste du temps? On ne peut rien faire. Donc, la recherche doit être développée sur les méthodes de stockage de manière absolument intensive. Donc voilà ce qui serait pour moi une planification écologique rationnelle. Et je dois dire que dans ce que j'entends sur les discours aujourd'hui sur les ressources énergétiques, je ne vois personne dans lequel je me reconnaîtrais et qui partagerait ce point de vue. Mais c'est pour ça que je voulais l'exprimer aujourd'hui.